En fait, oui, c'est compliqué, oui, ça ne va pas se passer comme on l'avait prévu, que ça va être pénible, que parfois, en fait, on ne va pas s'en relever, mais que ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, faut y aller, à un moment, faut se lever. Mon invité aujourd'hui est Nicolas Châtel, multi-entrepreneur. Il est le cofondateur de la start-up HypnoVR, lancée en novembre 2016. HypnoVR développe avec leur équipe de 20 salariés des thérapies digitales associant l'hypnose médicale et la réalité virtuelle pour la gestion de la douleur et du stress. Dans cet échange, nous parlons des challenges d'entreprendre dans le secteur de la santé, avec énormément de contraintes mais un très fort potentiel. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors pour commencer cette interview, j'ai sélectionné pour toi une citation et j'aimerais te faire réagir là-dessus. Elle est de l'abbé Pierre. Il ne faut pas attendre que ce soit parfait pour commencer quelque chose de bien. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Ça m'évoque, je crois vraiment, le fondamental de l'entrepreneuriat et puis de l'entrepreneur. C'est à la fois ne jamais attendre d'avoir, par exemple, un produit ou qu'une vision parfaite arrive à son terme pour se lancer. Voilà. Et puis aussi, combiné à ça, le fait de jamais oublier que quand on se lance dans une aventure entrepreneuriale ou dans une aventure tout court, mais je trouve que c'est encore plus vrai dans l'entrepreneuriat, qu'on ne le fait jamais tout seul et qu'on va embarquer beaucoup de monde, qu'on va avoir besoin de beaucoup de monde. Et qu'il ne faut pas oublier tous ces gens qui vont nous accompagner, qui vont nous soutenir, avec qui on va faire un bout de chemin ensemble. Alors j'ai sélectionné cette citation parce que quand je suis allé voir ton site, je me suis dit ça a l'air hyper pointu. On joue, c'est du médical, donc on joue vraiment avec des gros enjeux. Et je me suis dit comment ils font pour lancer un produit, se dire bon là il faut qu'on y aille, mais en même temps les enjeux sont gros derrière, donc on est obligé quand même d'atteindre une certaine perfection. Cette tension où en fait la marge d'erreur, moi je sors un site, ça se passe pas bien, bon c'est pas grave, voilà, le client est pas content. Dans ton cas, ça se passe pas bien, c'est chaud. Alors c'est chaud, oui, donc c'est pour ça que nous on est un dispositif médical. Ben oui. Et après, là où tu as raison, c'est qu'on on aide les gens à avoir moins mal, à être moins stressés, si possible en consommant moins de médicaments. Donc oui, effectivement, faut que ça marche. Et il faut que ça marche, ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir des exigences de qualité élevées. Bon, ça, on a quelques normes et quelques règlements qui nous y aident. Ça veut aussi dire faire des études cliniques avec une rigueur qui est portée en l'occurrence par le docteur Chauvin, qui est une des trois cofondatrices d'HypnoVR. Et puis après, ça veut dire aussi se confronter à la réalité de la pratique des médecins qui vont avoir un regard pas du tout d'experts technologiques, mais d'experts de la médecine. Et c'est pas compliqué de garder cette flamme d'entrepreneur à tester, à vouloir avancer, dans un contexte où il y a autant de normes, autant de choses à respecter, peut-être une sorte de lenteur. On se décourage pas au bout d'un moment ? Alors, je ne sais pas si on ne se décourage pas au bout d'un moment. En tout cas, nous, ça fait 5 ans qu'on a lancé HypnoVR. Et on ne s'est pas découragé. Et deux, je pense qu'on n'est pas sur le point de se décourager. Okay. En fait, pour une raison assez simple qui rejoint à la partie faire du bien de la citation. C'est qu'à partir d'un moment, quand tu franchis des caps, quand tu fais tomber des barrières et qu'il y a des médecins qui viennent te voir et qui te disent « Nicolas, votre truc c'est super, c'est l'avenir de la médecine ». Quand il y a des patients qui t'appellent, qui te disent « Merci, grâce à vous, mon intervention elle s'est mieux passée, grâce à vous, j'ai moins mal, j'ai besoin de moins de médicaments », en fait, ça honnêtement c'est la meilleure des motivations. Et au début, on était quand même assez loin de ça. Au début, la première étape c'était « Est-ce que ça marche ? Est-ce que cette idée, c'est pas juste une idée totalement dingue ?» Mais à partir du moment où ça commence à marcher, où tu as les étapes réglementaires qui tombent, les validations cliniques qui arrivent, les médecins qui ont envie de l'utiliser, et que là, les patients en bénéficient et te le font savoir, là, honnêtement, il va falloir quand même un paquet de contraintes avant qu'on se décourage. Et si j'ai bien compris,
Alors, tu disais, il y a vraiment tout l'enjeu technique, mais après, j'ai vu une interview de ta part où tu disais, et en même temps, c'est confronté aussi au milieu qui avait du mal à comprendre, c'était un peu réfractaire. Comment tu fais quand tu as bossé, et au moment où tu vas sur le marché, en fait, tu as de nouveau encore des défis en face de toi, tu dis, bon, maintenant, il faut que je dois convaincre. C'était pas un élément de découragement? Alors, pour le coup, je pense que c'est pas du tout du découragement. Au contraire, c'est une source de motivation. C'est-à-dire que je pense que c'est une source de motivation qu'ont plein de gens qui sont dans des domaines où il y a de l'innovation au sens large, où on sait qu'il va falloir convaincre par la pertinence de l'innovation, mais il va aussi falloir accompagner le changement. Et nous, clairement, dans les premières étapes, on s'est dit, finalement, ces casques de réalité virtuelle, est-ce que les gens vont se l'approprier facilement? Est-ce qu'ils vont les rejeter? Est-ce qu'ils vont considérer que c'est des outils pour jouer et pas du tout pour faire de la médecine? Donc ça, c'était une vraie incertitude. En revanche, la motivation, c'était évidemment de démontrer que l'innovation fonctionne, mais aussi derrière de dire, vous voyez, vous pouvez l'utiliser dans votre pratique quotidienne de la médecine de façon extrêmement simple, ou en tout cas le plus simple possible, et puis derrière avec des bénéfices pour vous et pour vos patients qui sont indéniables. Et je pense qu'à partir de là, où on a conscience que la technologie ne va pas tout résoudre, mais qu'il faut accompagner le changement, et où on est aussi dans une démarche véritablement d'écoute, où on accepte la critique, où on n'est pas dans une position défensive, où quand un professionnel de santé va dire en fait ça bof, ou ça j'y crois pas, ou ça faudrait que ce soit différent. Ne pas être dans le mais si, je vais vous expliquer, c'est comme ça que ça fonctionne, vous n'avez pas compris. Non, simplement prendre le feedback et puis se servir de ça pour avancer. J'ai dans une de mes anciennes boîtes un des patrons qui disait feedback is the breakfast of champions. Et ça, on peut faire sourire, c'est très américain, etc. Mais je trouve que c'est assez vrai. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut juste accepter de prendre le feedback. On peut être d'accord, pas d'accord, mais en soi, c'est ça qui a de la valeur. On sait que l'entrepreneuriat, tu en as un peu parlé, c'est bien s'entourer. Quelles ont été ou quelles sont les complémentarités que tu as avec tes deux associés? Je crois que c'est des médecins. Exactement. Alors, ils sont tous les deux médecins. Donc, Denis et Chloé, le docteur Denis Graff et le docteur Chloé Chevin. Et en fait, on ne se connaissait pas du tout avant de faire HypnoVR. Sans verser dans le cliché, on ne s'est pas rencontrés autour d'une choucroute et d'une bouteille de blanc, mais quand même d'un certain moment de convivialité. On a construit ensemble ce qui allait devenir HypnoVR. Et pendant 6 mois, en fait, on a à la fois fait connaissance, on a imaginé le produit, le business, ce qu'on voulait faire de la boîte aussi. Ça, je pense que c'est très important. Et puis, à un moment arrive le moment fatidique où on se dit, maintenant, soit ça reste une idée sympa, soit on passe à l'étape d'après et on s'engage dans l'aventure. Okay. Et ce qui est sûr, c'est que cette complémentarité entre... Moi, je ne connaissais rien à la santé avant de faire HypnoVR. J'ai plutôt un passé où j'étais dans les nouvelles technologies et puis le business. Eux, ils sont anesthésistes et hypnopraticiens tous les deux, donc ça, ils connaissaient. La techno et le business, pas spécialement. Et même avec eux, il y en a un qui est plutôt dans le privé, Chloé qui est dans le public, un qui est très orienté sur le produit, Chloé qui est très orientée sur la recherche clinique. Donc on a vraiment une complémentarité extrêmement forte, tous les trois, chacun dans nos domaines d'expertise respectifs. Est-ce que vous avez parfois l'impression de ne pas parler le même langage? Parce que c'est quand même des mondes qui n'ont rien à voir. Ça a peut-être été le cas tout au début. D'accord. Mais en fait, ça, on l'a aplani quand on a imaginé le projet. Dans les 6 premiers mois, avant même qu'on crée la boîte, où on a imaginé le projet ensemble, son ambition, je pense qu'on a aussi construit quelque part un référentiel commun. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui,
plus... HypnoVR, ça a 5 ans maintenant, on est présent dans 250 établissements de santé, on a une technicité qui se développe, on a de la recherche et développement qui est beaucoup plus approfondie, on a des contraintes qui sont encore plus fortes d'un point de vue réglementaire. Donc oui, on a des niveaux d'expertise qui s'élèvent, mais je dirais... Comme on a depuis le début construit ce référentiel commun, dès qu'il y en a un qui dit « je ne comprends pas », on lève la main, il n'y a pas de préjugés et on s'explique mutuellement les sujets peut-être un peu plus ardus. Alors c'est une double question à titre personnel et au niveau de l'entreprise, mais quelle serait ta définition de la réussite ? Alors, c'est compliqué comme question, franchement. Je te fais travailler. Ouais, non, mais c'est ça. Alors, pour moi, la réussite, je crois que quand on a créé HypnoVR, on s'est dit, bon, au niveau de l'ambition, d'abord, ce serait bien de montrer que ça fonctionne. Ce qui voulait dire concrètement avoir un produit qui fonctionne, des études cliniques qui valident son efficacité, etc. À long terme, on s'était dit, si on a trouvé un produit qui fonctionne, pour lequel, accessoirement, les gens y voient de la valeur et sont prêts à payer. À ce moment-là, en fait, il n'y a aucune raison pour que cette solution qui permet finalement aux gens d'avoir moins mal et d'être moins stressés sans utiliser de médicaments, qu'elle ne soit pas utilisée par tous ceux qui pourraient en avoir besoin. Et donc, pour moi, peut-être le critère de la réussite, c'est vraiment de dire, finalement, toutes les personnes dans le monde qui pourraient avoir besoin d'HypnoVR pour traiter la douleur ou pour soulager la douleur et l'anxiété, elles peuvent y avoir accès, sans aucune forme de discrimination, avec une facilité d'accès telle qui fait que c'est réellement accessible. Donc il y a une ambition vraiment presque internationale. Je crois que dès le début, on s'est dit, on avait tous les trois des vies déjà quand même relativement bien occupées, bien remplies, mais dès le début, on s'est dit, en fait, on a envie de faire quelque chose qui compte. Et quelque chose qui compte, ça veut dire que si ça fonctionne, à un moment, on a une responsabilité qui est finalement de rendre cette innovation accessible au plus grand nombre. Ok. Et alors, à titre personnel, la réussite ? Déjà, c'est d'atteindre la réussite de l'entreprise, en tout cas collective, parce que derrière, ça voudra dire qu'on aura permis de développer l'emploi, on aura rendu service à la société, donc c'est important. De toujours prendre du plaisir à faire ce que je fais, et en tout cas qu'il y ait un alignement entre la réussite pour l'entreprise et puis le plaisir à atteindre cette réussite et à la développer. Et puis de façon un peu plus, peut-être entre les deux, entre le personnel et la boîte, il y a de façon collective, je pense que tu en parlais tout à l'heure sur l'accompagnement et l'entourage. Oui, les associés, c'est bien, mais il y a aussi la famille, les amis, les différentes communautés auxquelles on peut appartenir. Et voilà, et effectivement faire en sorte que finalement, cette réussite, elle soit aussi une réussite collective. Très sincèrement, si c'est une réussite personnelle mais pas collective, c'est pas tellement pas le même goût, quoi. Non, exactement. Et justement, donc, tu parles de la famille. Quelle place joue la famille dans ton quotidien d'entrepreneur ? On sait qu'être entrepreneur, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de temps. La famille, c'est vraiment... je trouve que ça fait partie d'un équilibre. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre, comme les barycentres, il y a un équilibre entre la famille, les amis, peut-être les relations professionnelles, etc. Et je pense que pour le coup, la famille, elle est essentielle parce que finalement, c'est les gens dont on est le plus proche, quoi. Et très clairement, j'ai deux enfants. Si mon épouse et mes enfants ne comprenaient pas ce que je fais, pourquoi je suis souvent en déplacement, pourquoi quand on est en congé et qu'on est en train de lever des fonds, tout d'un coup, il faut répondre à des mails parce que la due deal, c'est maintenant et c'est pas dans 15 jours. Voilà, s'il n'y a pas cette forme de compréhension,
En fait, je pense juste que c'est impossible, que ça ne fonctionne pas. C'est fragile aussi, donc en fait, ça ne veut pas dire que... Enfin, comprendre, ça ne veut pas dire tout accepter non plus. Et je pense que c'est aussi ça, d'avoir cet équilibre entre je comprends, j'accepte, il y a aussi des limites. On sent que pour toi, une force, c'est vraiment le relationnel. C'est quelque chose qui te porte. Comment tu le vis dans l'entreprise alors que les choses grandissent pour garder, tu disais qu'avec tes associés, ça s'était fait pas autour d'une choucroute, mais de manière très relationnelle, garder cet esprit relationnel alors que voilà, les choses grandissent, les enjeux grandissent? Au début, on n'est pas nombreux. Tout le monde se connaît, on est dans le même bureau, on se parle, etc. Donc en fait, c'est effectivement beaucoup une question de relation, relation interpersonnelle. Je pense après, il y a un moment, je ne sais pas si c'est un switch, mais en tout cas une évolution où en fait on passe d'une forme de relation à une forme de culture. Et je crois que, moi probablement un des trucs qui a été compliqué, c'est qu'à un moment je me suis dit mais mince, je peux plus aller déjeuner avec tout le monde, je peux plus juste expliquer les priorités des 3 prochains mois à 3 personnes, puis en fait j'ai couvert toute la boîte. Il faut que ça se passe autrement. Et donc, je pense qu'on passe de ce niveau qui est finalement, j'ai des relations et je continue à entretenir des relations parce qu'en fait, c'est pareil dans la boîte, il y a quand même le premier cercle, les premiers managers, mais derrière, c'est quelle est la culture que j'ai envie d'avoir. Et je trouve que moi, il y a un certain nombre d'entreprises par lesquelles je suis passé avant d'être entrepreneur ou de copains dont je vois les boîtes. Un des trucs qui me fascine toujours et dont je suis le plus admiratif, c'est comment cette culture d'entreprise, ils ont réussi à faire en sorte que finalement elle se développe et qu'elle accompagne la croissance, voire même que ce soit un moteur de la croissance. Moi, j'ai souvent dit, quand on est passé par exemple de 5 à 10, les 5 personnes que j'ai engagées, j'aurais dit, attendez, vous n'êtes pas juste les petits nouveaux. Demain, quand on passera de 10 à 20, en fait, c'est vous qui allez véhiculer la culture. Et donc, la façon dont on l'entretient, dont on la booste, je pense que c'est ça qui permet de passer ce cap de la relation. C'est un peu comme, au début, c'est organique, on n'a pas besoin d'y penser. Puis après, il faut un peu le structurer d'une certaine manière. Est-ce que c'est comme ça que tu le vis? Je crois que c'est même une... Enfin, je dirais pas jusqu'à dire que c'est une obsession, mais pour le coup, ça l'est quand même un peu. Ouais. C'est-à-dire que si on ne pense pas à la culture, comme ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, si on n'y pense pas en permanence, puis comme ça ne se fait pas du jour au lendemain, et qu'en plus ça évolue, parce que tout ne va pas marcher, parce qu'on va se tromper, faut quand même pas l'oublier, de temps en temps ça arrive à tout le monde, en fait il faut y penser tout le temps. Il y a un bon bouquin en ce moment qui s'appelle Netflix Rules, No Rules, sur la culture d'entreprise chez Netflix. No Rules, je crois. Voilà. Il est bien ce livre. Et je pense que tout le monde n'est pas Netflix, c'est probablement bien raconté, etc. Mais voilà, je trouve que dans la dimension culture, je suis passé chez Microsoft, ils ont fait évoluer leur culture. Et quelqu'un chez Croissance Plus comme Guillaume Richard, ce qu'il a réussi à faire avec la culture chez Wicker, je trouve ça vraiment fascinant. Et ouais, je pense que c'est... C'est vrai que ce bouquin de Netflix, moi, il m'a beaucoup challengé. Parce que cette culture du feedback trash, quoi. À tout moment, on peut recevoir un feedback. Cette exigence dans le recrutement. Parce qu'eux, ils n'ont quasiment aucune règle, quoi. C'est ça un peu l'idée du truc. C'est plus les personnes qui sont à l'intérieur sont bons, moins on a besoin de règles pour leur donner beaucoup d'autonomie. Toi, ça t'a fait quoi quand tu l'as lu, ce bouquin? Alors ça m'a fait prendre pas mal de recul. Okay. Parce que j'ai commencé en parlant du livre, justement en disant on n'est pas tous Netflix. On n'est pas tous Netflix. Moi, avant de travailler chez Numérique, j'étais pas mal dans les médias et dans le numérique, donc notamment dans les industries créatives. Je veux dire, c'est pas adapté à toutes les industries. En l'occurrence, je pense que c'est très adapté notamment à les industries créatives. Mais je pense qu'il faut prendre une vraie dose de recul et de hauteur en se disant, bon, il y a probablement des choses intéressantes,
probablement des choses qui sont adaptées à ma situation ou à celle de la boîte. Il y en a d'autres où en fait, ça serait une catastrophe totale de le faire. Et notamment, je pense que ce qui est intéressant, c'est que finalement, arriver à une situation où il n'y a plus de règles, en fait, au départ, il y a quand même pas mal de règles. Donc on y va aussi progressivement. Et je crois que c'est ça aussi qui m'a frappé, c'est que finalement, cette question de la culture, c'est quelque chose qui grandit, qui évolue. Et c'est pour ça qu'il faut s'en occuper tout le temps. Parce que sinon, on va passer à côté de signaux faibles. Et puis là, pour le coup, on peut aller un peu dans le mur. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis sur cette notion que ça a commencé d'abord structuré et ça s'est un peu déstructuré au fur et à mesure qu'il y avait des profils qui prenaient leur place. Je trouve ça hyper intéressant en fin de compte que d'abord il y a une forme de maturité à avoir pour laisser plus d'autonomie. Là, tu parles d'un livre un peu inspirationnel pour un entrepreneur. Est-ce que tu aurais un autre livre comme ça à recommander qui t'a marqué? Il y en a un qui s'appelle De 0 à 1, donc qui a été écrit par Peter Thiel, qui est un des fondateurs de PayPal, premier président de Facebook, investisseur, entrepreneur, sur l'innovation incrémentale versus l'innovation de rupture, qui je trouve est vraiment remarquable, aussi sur l'entrepreneuriat et puis sur comment ça se passe quand on innove. Et puis un deuxième qui a été écrit par, je crois que c'est Michael Horowitz, The Hard Thing About Hard Things. Donc, les choses difficiles à propos des choses difficiles. Et pour le coup, qui lui aussi est un entrepreneur qui a fait pas mal de boîtes, etc., et qui a écrit un bouquin sur en fait, tout ce qui va mal se passer. Parce qu'en fait, il y a vraiment des trucs qui vont mal se passer. Et je pense que c'est des vrais parcours où à chaque fois on voit que oui c'est compliqué, oui ça va pas se passer comme on l'avait prévu, mais derrière que ça va être pénible, que parfois en fait on va pas s'en relever, mais que ce qui est sûr, c'est qu'à un moment faut y aller, à un moment faut se lever, à un moment faut essayer. Je pense que ça, c'est une des caractéristiques aussi. C'est est-ce que j'ai une forme de résilience qui fait que on me dit non, je dis peut-être, ou si on essayait. Donc voilà, c'est deux bouquins en plus de celui de Netflix qui m'ont bien marqué. C'est vrai que ça aide de savoir que on va en chier un peu. Du coup, mentalement, on se dit ok, c'est pas nous qui avons un problème, c'est juste le parcours. J'ai pas besoin de me confronter aux problèmes tout seul. En tout cas, pas tout le temps. De temps en temps, quand même un peu. Mais voilà, je peux partager, je peux demander conseil, je peux demander de l'aide. Après, c'est sûr qu'il y a, je pense, quand même une certaine dose de solitude parfois où on se dit, là, en fait, c'est quand même à moi de trouver la solution et franchement, elle est loin d'être évidente. Et du coup, j'imagine que un réseau comme Croissance Plus, ça aide aussi à ça, le fait d'avoir des pairs à qui parler, qui sont parfois dans d'autres domaines, à qui on peut échanger. Qu'est-ce que t'apporte Croissance Plus, toi, en tant qu'entrepreneur? Alors, tout à l'heure, j'en parlais, tu vois, dans l'entourage, la famille, les amis, les communautés. Pour moi, Croissance Plus, c'est clairement une communauté. Ça fait maintenant 3 ans que j'ai rejoint Croissance Plus. C'est Guillaume Richard qui m'en avait parlé. Quand il m'en a parlé la première fois, je disais ouais, c'est bon. Et en fait, c'est finalement avec le recul probablement une des décisions où j'ai eu le plus de soutien dans l'aventure entrepreneuriale, notamment chez Hypnovr. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est sans jugement. Donc en fait, il y a des entrepreneurs de tout domaine, de toute taille, de toute problématique. C'est très sympa. Ok. Et je pense que c'est important, en tout cas, je ne sais pas si c'est important pour tout le monde, mais pour moi, je le disais tout à l'heure, la dimension plaisir, elle est importante. C'est sympa. Et puis surtout, c'est très concret. C'est-à-dire qu'on a fait une récente levée de fonds, je me posais des questions sur le pacte.
Voilà, j'ai eu des échanges avec quelques-uns des membres. Je veux dire, c'était très direct, très fluide, très rapide. Ouais. Là, on l'a vu dans le Covid, dans le contexte du Covid. Nous, quand le Covid est arrivé, on venait de démarrer la commercialisation depuis 1 an. On n'était pas forcément très nombreux. J'avais plein de trucs à gérer. J'ai vu le partage d'expérience, comment tout le monde le gérait. Il y en a certains qui se sont mobilisés pour qu'on puisse avoir accès à des ressources, du gel, des masques, etc. Franchement, c'est un vrai soutien. Si je te parle de société entrepreneuriale, qui est la thématique forte de Croissance Plus, qu'est-ce que ça t'évoque? La dimension où on ose. On a très clairement un certain paquet de défis devant nous et je pense que en tant que société, en tant qu'entrepreneur, il faut qu'on ose. Donc je pense que voilà ce que ça m'évoque des choses. La deuxième chose que ça m'évoque, c'est la dimension de responsabilité. L'entrepreneur, il est responsable vis-à-vis de ses collaborateurs, vis-à-vis de ses fournisseurs, vis-à-vis de tout un tas de personnes, mais il est aussi responsable vis-à-vis de la société. Et donc ça, il faut pas l'oublier, que c'est pas l'entrepreneur, il est tout beau, etc. Non, il a une vraie responsabilité vis-à-vis de la société. Et puis le dernier élément que ça m'évoque, c'est l'envie. Voilà. C'est-à-dire que dans cette société-là, je pense que collectivement, on a tous envie d'avancer, on a tous envie de contribuer à avoir une société qui soit durable. Et je pense que ça, c'est aussi un des thèmes que ça m'évoque. C'est vrai avec le nombre de défis qu'on a en face de nous, on va avoir besoin de beaucoup de gens qui se lèvent et qui osent. Et d'après toi, qu'est-ce qui pourrait être fait pour encourager plus de gens à passer le cap, de se lancer pour résoudre des problèmes? Alors, ça, pour le coup, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. Donc, non, je crois que pour le coup, Croissance Plus a interpellé en tout cas les candidats sur ces thématiques-là, mais de façon peut-être plus personnelle. Je crois que c'est justement en donnant envie, en partageant des parcours, comme on peut le faire là et comme tu le fais avec d'autres, en montrant que c'est possible, que c'est à la portée finalement de tout un chacun, en faisant preuve d'entraide. Moi, très clairement, que ce soit à titre personnel ou pour HypnoVR, j'en serais pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas des entrepreneurs qui m'avaient pas dit à un moment « ton truc c'est super, doute pas trop, avance, fonce, on te soutient », etc. Donc oui, c'est faire savoir, montrer que c'est possible, montrer que les gens en ont la capacité, quelle que soit l'échelle, et puis les aider, leur filer un coup de main quand on a la capacité de le faire.